Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, voici le sommaire. Travailler plus pour gagner plus. C'est un slogan qui nous rappelle les années Sarkozy. Mais alors ça ne passe pas du tout, mais pas du tout du côté des syndicats enseignants. Ils ont claqué la porte du ministère lors de négociations du pacte enseignant. Ça sera notre question du jour. Et si on remettait un petit peu les mains dans la terre, si on reconnectait à la nature, à l'aide de potagers, renouer un petit peu avec notre environnement, ça sera notre bon point ce jeudi avec la Coupe de France du potager. Enfin, on ira faire un tour sur les réseaux avec Andrea Le Bourgeois qui va nous parler du Blocus Challenge. Vous avez bien entendu, un challenge autour des blocus. Ça vous paraît bizarre? Elle vous dira tout dans quelques instants, mais je vous propose qu'on retrouve justement Andrea tout de suite pour un point sur l'actualité du jour. Bonjour Andrea. Bonjour. On commence par l'actualité du jour. C'est la dernière ligne droite pour l'inscription des vœux sur Parcoursup. Oui, les élèves ont jusqu'à minuit, enfin 23h59 ce jeudi pour être précise, pour formuler leurs vœux sur la plateforme. Les élèves de terminale ont le choix parmi 21 formations reconnues par l'État. Jusqu'à 10 vœux sont autorisés. Alors quelles sont ensuite les prochaines étapes? Eh bien jusqu'au 6 avril, date de confirmation des vœux. Ils pourront compléter leur dossier, notamment avec la lettre de motivation. Ensuite, la phase d'admission. Les réponses au choix de formation sur Parcoursup seront données à partir du 1er juin. Mais en attendant, les lycéens de terminale passeront à la mi-mars les épreuves de bac à fort coefficient. Alors c'est du stress autour de ces épreuves, mais avant cela, la grève étudiante contre la réforme des retraites se poursuit ce jeudi. Oui, les syndicats étudiants et lycéens ont lancé un appel ce 9 mars contre la réforme des retraites, mais aussi et surtout contre la précarité de la jeunesse. L'Union nationale des étudiants de France s'est félicitée sur son compte Twitter, je cite, « Le 9 mars, place aux jeunes. Après un 7 et 8 mars historique, les jeunes continuent la mobilisation pour dire non à la réforme des retraites et pour réclamer la réforme des bourses. » On continue le journal avec une annonce attendue d'Emmanuel Macron, celle d'inscrire l'IVG dans la Constitution. C'était ce mercredi à l'occasion de la journée internationale du droit et des droits surtout des femmes et de l'hommage rendu à Gisèle Halimi. Je veux aujourd'hui que la force de ce message nous donne à changer notre constitution afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Les mots du président de la République pour aborder l'IVG lors de l'hommage rendu à l'avocate Gisèle Halimi ne sont pas anodins. Pionnière du droit à l'avortement, elle incarnait la lutte pour les droits des femmes. Alors pourquoi l'inscrire dans la Constitution? Eh bien pour rendre difficile sa remise en cause par les gouvernements futurs, mais aussi peut-être à cause du recul du droit à l'IVG aux États-Unis, comme l'analyse nos confrères du New York Times. Je cite, « Une loi a légalisé l'avortement en France en 1975 et aucune menace sérieuse n'existe aujourd'hui qui pourrait entraîner son abrogation. Mais la décision de la Cour suprême des États-Unis l'année dernière a galvanisé en France la volonté de protéger et reconnaître l'avortement comme un droit inaliénable. » Et du côté des associations, Andrea, comment c'est un peu reçu cette annonce? Eh bien, écoutez, elle a été saluée. Le planning familial, par exemple, a tweeté, je cite, « Une victoire des associations féministes en France grâce à un engagement de parlementaires. Le président de la République a annoncé changer notre constitution afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'IVG. Les féministes du monde entier regardent la France. » La question maintenant reste par quel biais et quand Emmanuel Macron présentera dans les prochains mois un projet de loi. La liberté d'avorter devra être approuvée soit par référendum, soit par un vote des deux assemblées réunies en congrès. On poursuit ce tour de l'actualité dans les collèges et les lycées cette fois, puisqu'une étude dévoilée ce mercredi montre que les atteintes à la laïcité ne sont pas toujours signalées. Oui, cette enquête menée par le principal syndicat des chefs d'établissement dévoile que 42% des personnels interrogés disent avoir constaté la présence d'élèves avec des tenues vestimentaires dites culturelles, mais qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une pratique religieuse, comme les camis, vêtements longs portés par les hommes, ou encore les abayas, tenues traditionnelles pour les femmes. Mais parmi ces personnels, 43% n'ont pas fait remonter leurs faits à leur hiérarchie. L'enquête révèle également que 72% des lycées généraux et technologiques sont concernés. Le syndicat demande alors à nouveau au gouvernement des consignes claires, avec notamment la mise en place d'une circulaire sur les tenues, sur le statut des tenues.
Merci beaucoup, Andrea. Je le disais il y a quelques instants, travailler plus pour gagner plus, ça n'est pas vraiment du goût des syndicats des enseignants. Lundi 7 mars, il y avait une réunion de concertation au ministère consacrée au volet rémunération du pacte d'enseignants et ils sont tout simplement partis de cette réunion. Ils ont claqué la porte. Alors, qu'est-ce que ces syndicats reprochent exactement à ce pacte enseignant? Est-ce qu'on va réussir à arriver à un statu quo? On en parle tout de suite, c'est notre question du jour. Et on est rejoint sur ce plateau du Grand JT par Guylaine David et Stéphane Crochet. Guylaine David, co-secrétaire général et porte-parole du SNUIPP-FSU, et Stéphane Crochet, secrétaire général du SE-UNSA. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau du Grand JT de l'éducation. Je vais commencer avec vous, Guylaine David. On le disait il y a quelques instants, vous avez claqué la porte dans le cadre de ces négociations lundi dernier pour ce pacte enseignant. Racontez-nous un peu les coulisses, comment ça se passe? Vous vous êtes tous regardés puis levés d'un seul coup et vous avez dit au revoir à Pape Ndiaye? Alors non, ça s'est pas passé vraiment comme ça, c'est-à-dire que on discute entre organisations syndicales sur ces réunions et on avait eu des échanges avant, on avait un certain nombre de questions, on a déroulé devant le secrétaire général du ministère. C'est pas le ministre lui-même qui est là dans ces réunions et donc on a demandé un certain nombre de choses au secrétaire général, on leur a demandé des explications et puis on leur avait précisé qu'on demanderait une suspension de séance à un moment donné dans la réunion, ce qu'on a fait. Parce qu'on n'avait pas suffisamment de réponses à nos questions et donc on a quitté la salle pour se concerter à ce moment-là et après concertation, on est revenu dans la salle, on a expliqué qu'on quittait la table des négociations à ce moment-là parce que pour le pacte, on n'est pas en accord sur beaucoup de choses et on n'avait pas de réponse à ça. On va revenir, Guylaine, si vous le voulez bien, dans quelques instants sur les questions justement pour lesquelles vous n'avez pas eu de réponse. D'abord, Stéphane Crochet, je me tourne vers vous. Derrière ce terme même de pacte enseignant, il y a toujours quelque chose qui est un petit peu étonnant. C'est parce que quand on fait un pacte de manière générale, c'est qu'il y a une situation conflictuelle et que chacun doit faire un ensemble de concessions. Voilà, bon, bah, moi je fais concession sur ça, vous faites concession sur ça, et puis on fait un pacte, on unit tout. Est-ce que même ce terme de pacte, il n'est pas malvenu dans le cadre des concertations que vous avez? Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane? Bien sûr, le terme de pacte est en lui-même un problème. C'est aujourd'hui le ministre, mais tout ça est né depuis la campagne des élections présidentielles. Et donc, c'est le président qui demanderait aux enseignants de nouer un nouveau pacte avec lui, alors que lui ne veut pas reconnaître la réalité des métiers tels qu'ils s'exercent, tels qu'ils sont devenus de plus en plus lourds, complexes, difficiles, et dont on a vu à la rentrée dernière qu'on avait de plus en plus de difficultés à recruter. Nous sommes très très inquiets pour la rentrée prochaine. Et donc c'est pas d'un pacte dont les enseignants ont besoin, c'est d'une reconnaissance et d'un soutien. Parce que derrière cette notion de pacte, il y a comme une forme, on pourrait le dire, en tout cas c'est ce que certains disent, d'infantilisation, c'est-à-dire, bon bah voilà, à défaut de mener un grand chantier, on va comme ça, Stéphane, essayer de mener des petites réformes, histoire de dire, bon bah voilà, et pour pouvoir dire par la suite, bah non, vous êtes dans le pacte, donc il n'y a plus trop de choses à dire, quoi. Oui, c'est bien ça. Derrière le pacte, il y a l'idée de céder, et donc d'un président qui demanderait aux enseignants de céder quelque chose, et on sait bien ce qu'il veut que les enseignants cèdent, c'est un travailler plus pour gagner plus. Et on est là, on est un an après du discours du candidat Macron, c'était le 17 mars, qui reprenait vraiment des lignes bien connues sur plein de sujets, dont ceux de l'éducation, avec un travailler plus pour gagner plus, à un moment où le président ne cherchait pas à s'adresser aux enseignants, mais à une partie de l'électorat, et très clairement l'électorat de droite. Mais Guylaine David, ça fait des années que vous, syndicats, vous réclamez des augmentations de salaire, et ça fait des années qu'en tant qu'observateur du monde de l'éducation, bah, on voit que les grilles sont gelées, qu'il n'y a pas ces augmentations, et qu'il n'y a pas non plus tellement de volonté de la part du ministère. Là, on a l'impression qu'il y a quand même un énorme bond en avant qui est fait du côté du mammouth, c'est comme ça qu'on appelle le ministère. Il bouge un peu le mammouth, il est en train de revivre, il est en train de proposer une augmentation. Pourquoi aujourd'hui vous dites non, non, il ne faut pas y aller, vous n'êtes pas satisfait? Qu'est-ce qui pose problème dans le fait d'augmenter les enseignants, Guylaine?
Alors, ce n'est pas le fait d'augmenter les enseignants qui pose problème, parce que bien évidemment, nous avons besoin d'être augmentés, nous le réclamons depuis un certain temps, et vous avez raison, on est très en dessous de certains pays européens qui payent beaucoup mieux leurs enseignants. Ça a été un débat de campagne, peut-être pas assez approfondi, mais ça a été quand même un débat de campagne électorale lors des élections présidentielles l'année dernière. Et effectivement, Stéphane le disait, l'explication de Macron, c'était de dire il va falloir travailler plus, il va falloir que les enseignants finalement nous montrent qu'ils travaillent vraiment auprès des élèves. Et nous, on n'a pas besoin de montrer ça. C'est-à-dire que toutes les enquêtes montrent que les enseignants travaillent déjà beaucoup dans une semaine. Pour un enseignant du premier degré, il estime qu'il a travaillé en moyenne 43 heures au moins par semaine. Donc le travailler plus pour gagner plus, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des heures supplémentaires systématiquement. Par contre, il faut reconnaître les heures que l'on fait effectivement. Alors dans cette revalorisation, il y a deux volets. Il y a un volet qui est dit inconditionnel, c'est-à-dire c'est la revalorisation inconditionnelle. Certains vont être plus revalorisés que d'autres. On a réussi d'ailleurs à faire bouger un peu les lignes sur cette question-là, où tous les enseignants seront revalorisés, mais certains très peu, d'autres beaucoup plus, notamment les débuts et milieux de carrière. Et puis, il y a ce deuxième volet de la revalorisation du pacte enseignant. Et ce pacte, il est basé sur le travailler plus pour gagner plus. Et ce travailler plus pour gagner plus, il pose énormément de problèmes, notamment dans une profession qui est extrêmement féminisée. Il y a la question des inégalités hommes-femmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans une profession on demande de travailler plus, on sait que ça va pénaliser les femmes. C'est aussi le cas pour la réforme des retraites, mais on sait que ça va pénaliser les femmes parce qu'elles sont moins en capacité de prendre plus d'heures. Donc on sait qu'il y a, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a quitté la table des négociations lundi dernier, c'est que sur ces questions d'inégalité hommes-femmes, on n'avait pas de réponse. On demande depuis très longtemps une étude d'impact sur ces inégalités hommes-femmes si on a le pacte qui se met en œuvre, et on n'a pas de réponse. Et donc on ne peut pas accepter là, dans une nécessité de revaloriser une profession qui a été très longtemps effectivement oubliée, qui, on l'oublie aussi, pendant le Covid, a fait beaucoup pour le pays, puisqu'on a toujours été là et on a tenu l'école à bout de bras pendant toute la période de Covid. Arriver maintenant et nous demander de faire des heures supplémentaires pour augmenter notre rémunération, parce que ce n'est pas une revalorisation que de dire vous allez travailler plus, vous allez être payé en plus. Ça, ce n'est pas un système de revalorisation. La revalorisation, c'est sans contrepartie, c'est-à-dire qu'on peut être valorisé, mais sans contrepartie. Mais Stéphane Crochet, vous le disiez également, il y a des difficultés, notamment des heures qui sont manquantes. On ne sait pas si on va avoir suffisamment d'enseignants pour assurer devant les élèves. Moi, je me mets un peu à la place du gouvernement. Il s'est dit, tiens, on manque de profs, ça veut dire qu'il y a des heures de cours à faire. Il y a aussi toutes les questions de soutien, le dispositif devoir fait, etc. Et plutôt que d'essayer de recruter un peu partout, donnons plus de travail aux enseignants qu'ils souhaitent, parce que c'est sur la base du volontariat, et on pourra les payer jusqu'à 3 750 € supplémentaires. Quand on le regarde de l'extérieur, on se dit que c'est plutôt une bonne chose. C'est des heures supplémentaires sur la base du volontariat. Ça vient en plus permettre de donner plus de travail et donc d'assurer plus d'heures pour les élèves qui en manquent. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'équation ? Alors, il y a surtout dans ce que vous venez de décrire des manques dans le paysage éducatif d'aujourd'hui. Alors en effet, nous avons de graves difficultés de recrutement, notamment parce que ce métier est vraiment très difficile. Et nous avons de graves difficultés de recrutement alors que le gouvernement, depuis plusieurs années, a déjà, dans le second degré, supprimé énormément de milliers d'heures qu'il a fait déjà prendre aux enseignants qui font déjà beaucoup d'heures supplémentaires. Donc là, avec le pacte, pour le second degré, ce que le gouvernement propose, c'est d'ajouter encore des heures supplémentaires aux heures supplémentaires. Et donc, il y a bien une logique du travailler plus pour gagner plus, mais nous, les organisations syndicales, on pointe quand même un enjeu qui est de continuer à travailler bien, avec nos élèves et dans le cœur de métier, l'enseignement en classe. Vraisemblablement, il y a un manque d'expérience partagée avec les membres du gouvernement sur ce qu'est enseigné, ce que cela demande comme énergie, disponibilité de la première heure jusqu'à la dernière heure. Donc demander
aux enseignants de faire toujours plus d'heures d'enseignement, c'est quand même aussi prendre le risque d'une incapacité à tenir ce rythme, d'autant que, au-delà des heures d'enseignement, il y a énormément de temps de travail, de préparation, mais aussi de concertation, de travail en équipe, mais aussi de relations avec les familles, de suivi des élèves. Et Guylaine le disait juste avant, ce sont les propres enquêtes du ministère qui montrent qu'on est déjà à 43 heures par semaine de travail effectif. Donc ajouter toujours davantage d'heures, vraiment, fait courir le risque de ne pas réussir à les faire et surtout à les faire bien. Et enfin, on voit bien quelle est la tentative, la mécanique pour le second degré, faire toujours plus d'heures. Et dans le premier degré, l'emploi du temps, il est déjà complètement plein, il n'y a pas d'espace pour rajouter des heures. Donc du coup, une de nos raisons pour s'opposer à ce pacte, c'est qu'il va encore accroître les écarts de rémunération effective entre premier degré et second degré, ce qui rejoint d'ailleurs le sujet des écarts de rémunération femmes-hommes, puisque notre profession est largement plus féminisée, tous degrés confondus, mais avec encore une plus forte proportion dans le premier degré. Donc vraiment, ce pacte qui voudrait normalement revaloriser nos métiers, finalement, continue à les affaiblir. Guylaine David, le ministère de l'Éducation nationale propose un pacte modulable, c'est-à-dire au lieu d'avoir 72 heures à l'année, pouvoir faire des blocs de 24 heures pour dire on travaille plus, mais on travaille un petit peu plus. Est-ce qu'une modularité, ça représenterait 2 heures, 2-3 heures par mois? Est-ce que ça peut être une solution entendable du côté des syndicats ou une augmentation du nombre d'heures travaillées? C'est un niet catégorique. D'abord, ce que nous, on demande, c'est que les heures qui sont actuellement effectuées par certaines missions que l'on met en place, je vais parler par exemple de quelque chose qui est très important dans les écoles en ce moment, c'est l'accueil, l'inclusion des élèves en situation de handicap ou les élèves à besoins éducatifs particuliers. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et c'est normal parce qu'il faut que nos élèves soient bien accueillis. Donc ça demande de la concertation avec les différents acteurs, les AESH, mais aussi du personnel extérieur à l'école, les psychologues, des personnels qui interviennent aussi avec l'élève en dehors de l'école. Tout ça, c'est fait dans des réunions de concertation, ça s'appelle des équipes de suivi de scolarisation. On a énormément de temps de réunion et ces temps de réunion, ils sont comptabilisés nulle part. C'est-à-dire que normalement, ils sont comptabilisés dans nos heures de service, mais comme on explose notre quota d'heures de concertation et de réunion, eh bien, ça déborde des heures de service. Et nous, on demande juste à ce que ces réunions-là, ces concertations, ces heures de synthèse avec les personnels, les autres personnels, eh bien, elles soient rémunérées. Et déjà, si on faisait, on mettait ça dans la rémunération, déjà, ça permettrait aux enseignants, en tout cas, de leur montrer qu'on fait attention aussi à leur travail effectif. Et puis, il y a d'autres missions, par exemple, le tutorat des stagiaires, des étudiants que l'on accueille dans nos classes. Eh bien, ces heures-là, actuellement, sont très mal rémunérées. On est rémunéré, si on accueille un étudiant, 300 € par an, alors qu'on y met énormément de temps. Eh bien, ces heures-là ne rentrent pas, par exemple, dans le pacte. Donc, avant de mettre en place des missions nouvelles et des missions supplémentaires, eh bien, revalorisons ces missions qui existent déjà. Donc ça, c'est un point sur lequel on pourrait être d'accord avec le ministère, mais pour le moment, il ne propose pas ça, il nous met en place des nouvelles missions. En fait, l'idée du ministre, qui est l'idée d'Emmanuel Macron, c'est que depuis cette idée de mettre en place un pacte enseignant du travailler plus pour gagner plus, on ne se pose pas des questions de savoir ce dont l'école a besoin, ce dont les élèves ont besoin, mais en fait, on essaie de nous faire rentrer des missions pour en fait montrer à la société que oui, les enseignants font des efforts et ils vont travailler plus. Mais c'est pas comme ça qu'on fera évoluer l'école et surtout qu'on apportera quelque chose de positif pour nos élèves et pour les collègues. Ça veut dire, Guylaine David, que si ces heures dont vous parlez, ces heures effectivement de réunion, ces heures d'encadrement non prises en compte, si elles rentrent et si elles sont fléchées par le ministère dans ce pacte enseignant, dans ces 72 heures, c'est-à-dire, très bien, on vous entend et toutes les réunions que vous avez, si ça déborde du cadre prévu, on les met dans les 72 heures, là, on peut recommencer à parler un petit peu de cette augmentation sur le pacte enseignant. Ça peut être un pas que vous allez faire vers Pap Ndiaye et vers le ministère?
En tout cas, ce sont des heures qui doivent être reconnues. Elles sont effectuées et elles doivent être reconnues pour être revalorisées à leur juste valeur. Les enseignants demandent à ce que leur travail effectif soit rémunéré à la hauteur de ce qu'ils s'engagent au quotidien pour l'école. Stéphane Crochet, on parlait tout à l'heure des deux volets, donc le volet inconditionnel, le volet pacte enseignant. Ce volet inconditionnel, est-ce que c'est assez aujourd'hui la rémunération supplémentaire qui est proposée aux enseignants? Je lisais un peu partout que ça représentera peut-être quelques dizaines d'euros maximum par mois, cette part inconditionnelle. Est-ce que vous avez déjà des premières estimations? Est-ce que c'est satisfaisant ou pas du tout? Nous avons eu des chiffrages et surtout cette part inconditionnelle, elle n'aura pas du tout la même valeur pour chacun. On pourrait avoir des tranches réellement très importantes sur le début de carrière et c'était une nécessité de ne pas attendre 25 à 30 ans pour avoir une rémunération qui sorte des problèmes de pouvoir d'achat. Mais pour une partie de la profession, ce sera autour de 50 € et encore c'est un bouger que l'on a obtenu parce qu'à l'origine c'était rien. Mais surtout le gouvernement et au-delà du ministère de l'Éducation nationale, le gouvernement dans son ensemble ne répond pas au sujet de la perte de pouvoir d'achat face à l'inflation. Ces mesures que l'on regarde aujourd'hui, on les aurait regardées il y a 2 ans dans un état d'inflation de grande stabilité, une inflation autour de 0. Alors, toutes les dizaines d'euros avaient leur valeur. Depuis 1 an et demi, nous avons une inflation extrêmement forte et tout le monde a eu de la perte de pouvoir d'achat, y compris ceux qui avaient passé ce cap du milieu de carrière et qui enfin arrivaient à des rémunérations qui étaient enfin un vrai signe de reconnaissance. Et bien même celles-ci, elles ont pris une claque. Elles ont pris une claque sous l'effet de l'inflation. Et donc, il y a un sujet global pour l'ensemble du gouvernement et pour l'ensemble de la fonction publique qui est de ne pas répondre par une hausse des rémunérations généralisées pour faire face à cette inflation. Donc on a là, on a vraiment un premier gros sujet qui est du coup complètement lié au pacte, parce que ce pacte, ça devient du coup un chantage au pouvoir d'achat en disant aux gens, eh bien, vous n'aurez pas d'augmentation de salaire, sauf si vous acceptez des missions en plus. Guylaine David, est-ce qu'on peut quand même s'accorder à dire que des négociations comme ça sur des revalorisations, ça fait très très longtemps que c'était attendu? Moi, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu comme ça autant de chemins parcourus pour dire on va mieux rémunérer les profs. C'était attendu depuis longtemps, non? C'était attendu depuis longtemps, c'est vrai, parce que Stéphane l'a dit, il y a une perte du pouvoir d'achat qui est très importante en ce moment, mais il y a eu des rémunérations. Alors, sous le précédent gouvernement avec Jean-Michel Blanquer, c'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait, puisque Jean-Michel Blanquer nous avait annoncé une revalorisation historique et qu'on n'a jamais vue. Il a mis en place une prime d'attractivité qui était très minime et qui n'a pas revalorisé toute la carrière, puisqu'on avait seulement la moitié de la carrière qui avait été revalorisée. Le précédent gouvernement, sous le quinquennat Hollande, avait mis en place aussi une revalorisation avec un nouveau système de rémunération des enseignants qui avait permis à l'époque un certain nombre de choses, notamment de mettre une prime très importante pour nous dans le premier degré et de revaloriser celle du second degré, qui est une prime de suivi d'accompagnement des élèves, qui est de 1 200 € actuellement par an et qui va être montée là à 2 000 € par an. Mais il y avait effectivement eu des négociations à ce moment-là et de vraies avancées sur la totalité de la carrière. Et c'est ce qu'on a appelé le parcours carrière et rémunération et qui avait évolué. Mais on voit que c'est aussi la perte et le déclassement salarial que l'on a eu depuis 20 ans qui fait qu'on est très en attente sur la revalorisation salariale des enseignants actuellement. Et Stéphane l'a redit tout de suite, c'est vrai que c'est aussi cette perte de pouvoir d'achat qui fait plonger les salaires des enseignants actuellement.
Stéphane Crochet, là on parle, bon je ne sais pas combien il faudrait chiffrer une rémunération et une augmentation globale des enseignants, mais on parle voilà, de millions, peut-être de milliards qu'il faut aller chercher dans les budgets. Et dans le même temps, on entend et on commence à voir se dessiner par des fuites dans la presse, plus ou moins orchestrées sans doute, que le SNU devrait être bientôt généralisé. On parle d'une enveloppe de 2 milliards d'euros pour généraliser ce service national universel. Stéphane Crochet, il n'y a pas un deux poids deux mesures. D'un côté, 2 milliards qui vont être mis pour un projet, il faut le dire, contesté, on en parle ici, et de l'autre, des difficultés à trouver de l'argent pour augmenter les profs. Ça fait bien partie de l'ensemble du paysage social. Et puis d'ailleurs, on peut aussi y ajouter, mais j'en parlerai pas, mais ajouter la réforme des retraites et la façon dont le gouvernement ne prend pas en compte ce qui est la pénibilité au travail et la difficulté à s'inscrire longuement dans la carrière. Pour revenir au SNU, on voit bien qu'on a là à nouveau une forme de lubie présidentielle. C'est très contesté. Par ailleurs, l'objectif qu'on pourrait partager, qui est celui de construire de la mixité sociale, du vivre ensemble dans notre société. Nous, on dit que c'est pas en 2 semaines et à l'âge de 16 ans que l'on va construire ce vivre ensemble, et que c'est à l'intérieur du système éducatif et dès le plus jeune âge qu'il faut apprendre à vivre ensemble. C'est un enjeu pour notre société et c'est même un enjeu pour les apprentissages de nos élèves, où on a montré que plus de mixité sociale dans la classe permettait d'améliorer les résultats des élèves les plus fragiles sans toucher aux résultats des meilleurs. Et donc, oui, nous sommes sur un désaccord profond. On a avec le SNU, avec le pacte, comme ça, des idées magiques qui devraient bouleverser notre société. Et le président est prêt à y mettre des milliards, sans vouloir, du coup, construire avec plutôt la réalité de notre société, ce qu'en disent l'ensemble des acteurs. Nous en faisons partie, nous, les syndicats d'enseignants, mais nous ne sommes pas les seuls acteurs à avoir des choses à dire. Mais voilà, depuis 2017, nous avons un vrai problème dans la capacité à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs qui ont des choses à dire, une expérience, des idées, des propositions. Et pour l'instant, nous n'y sommes toujours pas. Les idées, elles sortent de l'Élysée et les acteurs, ils doivent les accepter et peut-être les discuter à peine à la marge, mais ils ne seraient pas légitimes pour apporter une contribution globale et profonde. Guylaine David, je le disais tout à l'heure, vous avez claqué la porte des négociations. Alors qu'est-ce qui se passe quand on claque une porte? Il faut faire venir un serrurier, on la rouvre. Quand est-ce que le serrurier va revenir? Quand est-ce que vous allez reprendre les négociations? Et qu'est-ce qui va faire que vous allez appeler le serrurier? Qu'est-ce qui peut vous donner envie de revenir dans ces négociations et d'y remettre un peu du cœur à l'ouvrage? Des propositions qui vont nous être faites dans les prochains jours. Et effectivement, de toute façon, il n'y aura pas de nouvelles réunions dans ce cadre-là. Et on va aboutir certainement d'ici fin mars à la fin des négociations. Ensuite, le pacte ne sera pas signé entre les organisations syndicales et le ministère. Ils n'ont pas besoin de notre accord pour mettre en place les choses. Nous, on va essayer de faire bouger les choses pour que, je le disais tout à l'heure, les missions soient reconnues. Ça va aussi beaucoup dépendre de la balle est dans leur camp au final. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir voir les propositions qui seront faites. Mais moi, ce qui m'étonne toujours dans ces situations, c'est que, et on le voit pour le SNU ou pour le pacte ou pour la réforme des retraites, c'est la déconnexion totale entre le pouvoir politique actuel et la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'à chaque réunion, on se rend compte qu'ils n'ont pas la réalité du terrain, ils sont complètement hors sol. Et ce qui se dégage sur le terrain en ce moment, c'est une vraie colère des personnels sur la réforme des retraites, sur la question des salaires, sur la question aussi des fermetures de classes en ce moment, où ça se passe très très mal, puisqu'il y a des suppressions de postes. Et il y a une forme du mépris du gouvernement et du président Macron de ne pas entendre les organisations syndicales qui représentent le terrain et les personnels. Et cette forme de mépris du pouvoir, ça devient de plus en plus insupportable pour les personnels.
Merci beaucoup Guylaine David et Stéphane Crochet d'avoir été avec nous. Affaire à suivre donc et qu'on suivra avec grande attention ici à School, et on aura plaisir à vous réinviter pour nous dire si le serrurier avait bien le remède miracle pour ouvrir la porte et si les négociations se sont bien passées. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On marque une courte pause tout de suite dans ce grand JT. On se retrouve bien juste après pour notre bon plan, notre bon point même du jour. Allez, on se retrouve pour la suite de ce grand JT. Et tiens, je vais vous proposer de vous reconnecter un petit peu à la terre. Oui, c'est vrai que parfois, dans nos vies citadines ou même rurales, mais dans nos vies de travail, on n'a pas trop le temps de repenser à la nature, de repenser à la terre. Et pourtant, elle en a besoin, la terre, qu'on pense à elle et surtout qu'on l'entretienne. Justement, il y a une ONG, Landestini, c'est notre bon point du jour, qui a décidé de vous pousser un petit peu à reconnecter avec la nature et surtout à penser potager. Margot Quénon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ingénieur pédagogique, co-responsable de la Coupe de France du potager. Alors Landestini, d'abord en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Je le disais, ONG, reconnecter avec la terre. C'est quoi? On va faire des grandes marches en forêt en respirant à plein poumon ou non? J'imagine que c'est plus que ça. Je peux en parler des heures de Landestini, effectivement. Donc on est une association qui a été fondée assez récemment, en 2019, par un petit couple, Henri Landès et Fanny Agostini. Donc Fanny Agostini qui est journaliste engagée en faveur de l'écologie et Henri Landès donc, qui est enseignant et expert des politiques environnementales et de la ruralité. Donc c'était un couple qui vivait à l'époque à Paris et qui ont décidé de quitter la capitale pour aller s'installer dans une ferme, dans un petit village de Haute-Loire. Et c'est de là-bas qu'ils ont eu l'idée de créer une association avec l'objectif en tout cas de reconnecter les humains à la nature, à la biodiversité et surtout à leur alimentation. Et alors comment on reconnecte comme ça les humains à la nature? Qu'est-ce qui est fait concrètement pour aider à reprendre conscience que non, la Terre c'est pas que du goudron et un métro quoi? Déjà on a développé un accès pédagogique et éducatif très important. Nous notre objectif c'est vraiment de sensibiliser et de faire bouger les choses à travers la jeunesse. Donc on a développé cet axe très fort avec l'idée de dire que apprendre à produire sa nourriture, c'est aussi fondamental que d'apprendre à lire, apprendre et à compter et à faire plein de choses, dessiner, à rêver. Donc c'est aussi important parce qu'effectivement, apprendre à manger, c'est quelque chose, c'est le plus vieux sujet du monde, se nourrir et surtout savoir comment produire sa nourriture. Donc ça passe d'abord par la jeunesse. Et pour les moins jeunes, comment on reconnecte les moins jeunes avec la nature? Est-ce qu'il y a des stages, par exemple, qui sont organisés en ruralité? Est-ce qu'il y a des ateliers d'initiation? Comment vous faites pour un public qui est moins jeune et moins en formation intellectuelle? Bien sûr, on a développé plusieurs projets. Alors effectivement, on peut accompagner tous les personnes qui souhaitent se reconnecter notamment à la ruralité. Ça, c'est donc quelque chose que Henri Landès peut très bien faire. Il accompagne donc toutes les personnes qui souhaitent passer le cap, quitter la ville pour s'installer dans la ruralité. Mais aussi, donc, on a développé un projet il y a maintenant 3 ans. C'est la 3e année qu'on fait ça, la Coupe de France du potager. Alors venons-y à cette Coupe de France du potager. En quoi ça consiste concrètement? Alors c'est un concours qui est ouvert, qui était au départ ouvert aux établissements scolaires avec cet axe jeunesse-éducation. Mais là désormais, puisqu'on s'est dit justement, ce serait dommage quand même de louper le coche et de pouvoir sensibiliser tout le monde, même les moins jeunes, on a décidé de l'ouvrir à tout le monde. Donc aux particuliers, aux clubs de sport, aux entreprises, aux associations, donc tout le monde qui a un potager ou même qui n'a pas encore de potager et qui souhaite se lancer dans l'aventure, c'est le moment. Donc c'est un concours. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Donc on va directement sur notre site internet landestini.org et tout au long de l'année, notre association, on propose des fiches pédagogiques, des outils comme le cahier de bord du potagiste, le guide du potagiste aussi. On va proposer aussi des conférences thématiques et surtout on va permettre à tous les différents participants de pouvoir échanger entre eux leurs questions, leurs astuces et aussi toute leur fierté, les questions et les photos qu'ils ont. Ils peuvent les déposer sur un groupe Facebook. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer une grande communauté de potagistes, comme on les appelle. Et d'ailleurs, en parlant de participants, lorsqu'on vit dans un milieu urbain, on peut participer à ce genre de projet, à créer son potager en milieu urbain? Mais bien sûr, évidemment, parce que nous, on a vraiment comme objectif de faire en sorte qu'on essaye de développer un maximum
les potagers partout et notamment dans les villes. Donc c'est-à-dire qu'on peut aussi accepter des personnes qui souhaitent s'inscrire et qui n'ont simplement que quelques bacs hors sol dans une cour d'école. Ça reste quand même un super outil parce que ça permet quand même de se reconnecter à comment est-ce que les plantes poussent, comment on peut faire venir quand même de la biodiversité, même si on n'est pas dans la campagne. Alors moi j'ai une malédiction, c'est que dès que j'essaie de planter quelque chose, ça fane très vite. Est-ce que pour des gens comme moi, qui sont des citadins, disons-le comme ça, qui tentent de temps en temps, là j'ai acheté de la menthe récemment, mais je sais pas, elle a flétri, est-ce que vous avez des conseils, des astuces pour les aider à avoir le potager? Parce que si je me lance dans la Coupe de France du potager, ça risque de faire, je sais pas, je cherche un jeu de mots, ça risque de faire un AV. Bien joué. On adore les jeux de mots à Landestini. Donc effectivement, on accompagne donc toutes les personnes et surtout ce que je tiens à préciser, c'est que ce concours c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc que vous soyez expert du potager ou même que vous n'ayez jamais fait planter la moindre tomate, vous pouvez jouer et participer à cette aventure. En fait, l'idée avant tout, c'est surtout de pouvoir apprendre de nouvelles choses, de pouvoir échanger avec les autres personnes. Donc évidemment, nous, on propose un accompagnement à distance, évidemment, mais aussi, alors on propose dans le cadre de coupes locales, parce qu'on a aussi des partenaires avec des collectivités territoriales, avec lesquelles on propose des formations en présentiel. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer à toutes les personnes, et notamment des personnes qui n'ont jamais mis en place de potager jusqu'ici, d'avoir tous les outils pour pouvoir bien démarrer leur projet. L'appellation Coupe de France, c'est très sportif. Est-ce que c'était voulu pour attirer peut-être plus de gens, plus d'écoles, des équipes? Exactement, mais c'est quelque chose effectivement qui marche très bien. Alors c'est vrai qu'on pourrait penser que l'aspect concours, c'est un prétexte pour surtout encourager à la mise en place de potagers. Mais c'est vrai qu'auprès, notamment des plus jeunes, c'est un argument qui fonctionne très bien parce que justement, les enfants adorent la compétition, ils adorent ce challenge et j'y ai régulièrement, en tout cas, à chaque fois que je viens visiter un potager et que je leur dis que je travaille à la Coupe de France du potager et qu'ils comprennent que c'est un concours et qu'ils sont en compétition en quelque sorte avec d'autres écoles, et ça va leur donner une motivation de plus. Et j'ai une fois un enfant qui a dit à sa référente, je vais venir tous les jours comme ça, on va gagner la coupe. Et donc c'est une super motivation pour les enfants parce qu'ils ont vraiment envie de gagner. Et moi j'ai vraiment été impressionnée, notamment parce que là il y a quelques jours à peine, je suis allée visiter une des équipes championnes de la Coupe de France du potager de l'année dernière et les enfants sont incollables sur les sujets de biodiversité et de potager. Ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait les vers de terre. Ils nous ont parlé de sécurité alimentaire. Bon, pas avec ces termes-là, mais en tout cas, l'enfant, ce qu'il souhaitait nous expliquer, c'était que mettre en place un potager, c'est très important parce que ça permet de produire sa nourriture et notamment avoir un stock de disponibles en cas de crise ou de conflit. Donc, voilà, cet aspect de sécurité alimentaire et d'enjeu, en tout cas, et l'importance de produire sa nourriture, les enfants sont au courant et sont très attentifs à ça. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important que dès le plus jeune âge, on les sensibilise à ça. Moi, personnellement, je ne savais pas du tout faire penser non plus des carottes. Je ne savais même pas qu'il y avait une saison aux tomates il y a à peine quelques années. C'est ce que j'allais poser comme question. Là, on est au mois de mars. Si on a envie de commencer, par quoi on peut se lancer en mars? Qu'est-ce qui pousse bien? Alors, il y a plein de semis à faire, notamment au niveau en intérieur. Donc, vous pouvez déjà commencer les tomates, les aubergines, etc. Vous pouvez planter aussi quelques salades. D'accord. Donc là, c'est le moment idéal pour commencer les semis. Donc là, c'est le moment où on plante, mais ça ne va pas pousser directement, c'est pas immédiat. Ce ne sera pas tout de suite, effectivement. Pour l'instant, on fait en intérieur parce qu'il risque encore d'avoir quelques gelées. On attend un peu. Là, c'est vrai qu'il fait très chaud en ce moment. En tout cas, ici, en région parisienne, il fait chaud en ce moment. Mais effectivement, les plantations, il vaut mieux attendre plutôt mai pour pouvoir faire en plein sol. Mais là, en tout cas, c'est le moment idéal pour préparer son sol, pour accueillir du coup toutes ces nouvelles plantes. Et voilà, ça va arriver très vite. Comment ça se passe un petit peu? Comment on évalue le meilleur potager? Quels sont un peu les critères? Est-ce que le meilleur, c'est celui qui va produire le plus de fruits, de légumes? Est-ce que c'est celui qui est le mieux
mieux travailler, le mieux expliquer. Comment vous évaluez un petit peu ces beaux potagers? Eh bien, tout ça, tous ces mêmes critères dont vous avez évoqué. Je pourrais être membre du jury, du coup. Même plus que ça, d'ailleurs. Effectivement, moi, je dis souvent, on n'est pas le concours du meilleur potager. Et ni le concours de la plus grosse courgette, ni le concours du plus beau potager. Même si tout ça, ce sont des critères qu'on prend en compte. Nous, ce qu'on va vouloir aussi mettre en valeur, je dis bien aussi, c'est aussi toute la démarche pédagogique qu'il y a derrière. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des critères. On a effectivement le critère de mon beau potager, on a la biodiversité, c'est carré. On a j'apprends, je partage aussi. Donc, il y a toute la question de comment est-ce que avec mon potager, je crée des connaissances et comment surtout je le partage aux gens autour de moi. On a l'aspect aussi entrepreneurial, aussi comment et partenarial plutôt, je voulais dire, avec comment est-ce qu'on crée une synergie, une mobilisation autour de son projet. On a aussi le prix Sauvons les sols. Donc ça, c'est plutôt un aspect comment est-ce que avec mes actions, j'arrive à préserver les vers de terre et faire en sorte que mon sol soit en bonne santé. Donc ça, c'est vraiment tout un ensemble de critères qu'on évalue. Donc le prix du meilleur, enfin le champion sera celui qui aura réussi à récupérer le plus grand nombre de patates, c'est-à-dire de points, sur toutes ces thématiques-là. Et ensuite, on aura plein de lauréats pour tous ces différents prix catégoriques. Et à travers le prisme de ce concours, on imagine que ça permet, vous parliez des enfants qui sont aujourd'hui sensibilisés à des thématiques comme ça permet aussi aux consommateurs plus âgés de se reconnecter, de reprendre le temps, de aussi peut-être moins consommer de produits qui viennent de beaucoup trop loin. C'est ça aussi l'idée, c'est que une des démarches à faire dans ces enjeux de transition énergétique, c'est peut-être que chacun retrouve son petit potager à la maison. Exactement, parce que le potager, c'est vraiment un outil formidable. Déjà parce que c'est un super support pour apprendre à produire de la nourriture. On apprend énormément de choses quand on met en place un potager, même des années après, même des experts du potager continuent à en apprendre tous les ans, tous les jours. Et donc c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant parce qu'on apprend du coup à se reconnecter à la biodiversité qui existe, comment faire venir tel auxiliaire, comment est-ce que les plantes fonctionnent, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est aussi un super support de lien social. Notamment, ça permet de créer des nouveaux contacts. Notamment, un projet potager dans une école, par exemple, peut avoir un contact avec une entreprise pour avoir des lots, pour avoir du matériel, peut avoir un contact avec le jardin partagé d'à côté, peut avoir un contact un peu plus soutenu avec sa collectivité pour demander des soutiens, etc. Et surtout aussi, ça permet de créer un lien, notamment au sein des écoles et des structures jeunesse, parce que ce qu'on me dit de temps en temps, les enseignants vont me dire que, par exemple, on peut avoir des élèves qui sont généralement assez timides, assez réservés ou avoir des problèmes avec le programme scolaire. Et pourtant, dans le potager, ils se sentent complètement épanouis parce que c'est quelque chose qui leur correspond et les autres, les élèves, du coup, vont avoir un autre comportement avec eux. Mais c'est aussi donc le potager, et je peux terminer avec ce super support, c'est surtout un formidable support pour l'application du programme pédagogique. Parce qu'avec un potager, on peut mettre en place des cours de mathématiques avec des statistiques sur la pousse de tomates, par exemple. On peut mettre en place des cours de français, des cours d'histoire, l'histoire des graines, des plants, etc., de la technologie, etc. On peut faire vraiment de tout avec le potager et c'est pour ça que c'est un super outil. La Coupe de France du potager, c'est cette très belle initiative qu'on voulait mettre en avant de l'association Landestini. Merci beaucoup Margot Coenon d'avoir été avec nous. Et puis de la nature des potagers aux réseaux sociaux, il n'a qu'un pas ou plutôt un clic que l'on va franchir. C'est l'heure de la chronique Quoi de neuf sur les réseaux avec Andréa Lebourgeois. Alors on a l'habitude dans le grand JT de l'éducation de vous parler des réseaux sociaux, de vous montrer un petit peu ce qui se passe dessus, mais souvent sur le prisme des adolescents. Eh bien ça y est, les politiques se mettent aussi à faire beaucoup d'usage des réseaux sociaux, mais à des fins qui sont un petit peu différentes. Exemple qu'on va traiter aujourd'hui, c'est celui du Blocus Challenge avec Louis Boyard. Andréa Lebourgeois, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est ce Blocus Challenge ? Eh bien, souvenez-vous, le Benjamin de l'Assemblée nationale, Louis Boyard, député à la NUPES, posté le 5 mars dernier à la veille des manifestations contre la réforme des retraites sur Twitter et TikTok. Regardez. Bon, le 7 mars, on fait quoi ? Quoi couper ?
Non, ça c'est pas le sujet. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au Blocus Challenge. On se retrouve mardi pour faire reculer Macron. But, Guillaume, inciter les étudiants, les lycéens à bloquer leurs établissements et manifester contre la réforme des retraites. Et les codes TikTok et des réseaux sociaux sont bien respectés, notamment avec le hashtag Blocus Challenge, comme vous avez sûrement dû le remarquer, Guillaume. Ben oui, effectivement, on a l'impression que c'est limite un influenceur. Tous les codes sont là, le montage cut, les challenges, le hashtag, tout va bien. Comment ça a été accueilli un petit peu par la twittosphère? Et bien sûr, la toile est écoutée. Son post a été vu 14,2 millions de fois. Il comptabilise 7157 partages. Et dans le monde de la politique, vous vous en doutez, Guillaume, il a fait beaucoup parler. Certains lui ont même reproché la forme trop influenceur ou encore de desservir la jeunesse. Comme le souligne Yael Braun-Pivet dans un tweet, je cite, « L'Assemblée n'est pas un prix de concours, la politique n'est pas un challenge TikTok, vous devriez les servir, vous leur faites du mal, respectez votre fonction, respectez votre institution, respectez les Français ». Ce à quoi Jean-Luc Mélenchon a rétorqué ceci. Coup au but, tous les perroquets du régime surjouent l'indignation et font la pub de ton idée. Ils ont oublié les clowneries de Macron avec les youtubeurs. Vous voyez à quoi fait référence Mélenchon? Oui, bah c'était la fameuse vidéo de McFly et Carlito où on voyait les deux qui faisaient même des galipettes dans les jardins du Palais de l'Élysée. Et ça n'avait pas trop fait plaisir, je crois. Non, je crois pas. Et de son côté, Valérie Pécresse va même plus loin au nom de la région Île-de-France. Elle a décidé de porter plainte pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence via un communiqué de presse. Je vous laisse découvrir la réponse de Louis Boyard. La première gagnante du Blocus Challenge est Valérie Pécresse pour son occupation de l'ENA en 1991. La photo que vous voyez à l'image est issue d'un reportage de 1991 qui montrait des étudiants dormir dans les amphis de l'ENA contre le déménagement de l'école. C'est ce que l'on appelle l'arroseur arrosé, Guillaume. Alors juste, je crois que la couronne a été rajoutée au montage puisqu'elle ne l'avait pas dans la vidéo d'origine. Mais effectivement, après, elle pourra peut-être dire que c'était une erreur de jeunesse. Mais faire un blocus devant un lycée, c'est pas la même chose que faire un blocus à l'ENA, et encore, c'était pas vraiment un blocus. Qu'est-ce qu'ils en pensent d'ailleurs, les principaux concernés, les étudiants, les lycéens? Ça a fait le buzz, le challenge de leur côté? Bien écoutez Guillaume, bonne question. Visiblement, ce Blocus Challenge a fait plus parler de lui dans les médias et dans le monde politique. J'ai tapé le hashtag Blocus Challenge dans la barre de recherche de Twitter. Et j'ai pas trouvé grand-chose. Bon, bah au moins ça aura permis d'alimenter les débats virtuels pendant quelques temps. Merci beaucoup Andrea. On va tout de suite retrouver l'invité de Malika Ménard, toujours dans son souvenir d'écolier cette semaine. Vous le savez, c'est notre Miss France 2023, Indira Ampio, qui répond à ses questions sur ses souvenirs d'enfance. On regarde ça tout de suite. Bon, l'élection de Miss France, comment ça s'est passé pour toi ? L'élection de Miss France s'est super bien passée. Tu sais qu'au début, j'avais quelques a priori, parce que tu sais, on a souvent les clichés où on s'est dit que ça se passe mal, que les filles sont pas gentilles, qu'il y a tout le temps des problèmes, etc., qu'il y a des coups bas. En fait, pas du tout. Je pense que nous toutes, on avait ces a priori, nous toutes, on avait peur. Et après, on a vu que, enfin, pas du tout, c'était une belle aventure, qu'on s'amuse, qu'on vit en fait cette aventure et que comme c'est qu'une seule fois, il faut profiter pleinement. Tu t'es fait des amis ? Ah bah complètement, j'ai 29 copines. Toutes ? Bah toutes. Et tu les revois ? On a gardé contact, c'est vrai qu'on est souvent en train de parler sur les réseaux, enfin par message, etc. Et puis c'est vrai que parfois quand j'ai des événements, je peux revoir certaines filles. Donc ça oui, me fait quand tu te déplaces en région. Par exemple en région, pour les dédicaces, pour les élections. Par exemple, pour certains salons aussi, je peux en revoir. Donc, c'est vrai que ça me fait plaisir de les revoir. Et enfin, c'est une belle aventure. Hein. Enfin, c'est une aventure qu'on a toutes vécue. Il n'y en aura pas d'autres. Et on a toutes vécu ce moment. Et je pense que c'est vraiment un moment qui restera gravé. Qui va toujours vous unir. Ah, toujours. L'envie de participer, tu l'as déjà dit, mais on va le redire. Elle t'est venue un peu au démarrage avec ta maman. Oui. Qui a été première dauphine du concours Miss Guadeloupe en 98. Et toi, d'abord, tu as été élue Miss Basse-Terre, puis Miss Guadeloupe. À ce moment-là, tu penses que Miss France, c'est possible ou tu sais pas ?
C'est vrai que tu sais, quand je regardais l'élection de Miss France, j'étais, on va dire, abasourdie. En fait, je regardais l'élection, mais avec un regard tellement enfantin, je trouve. Parce que je me disais que les filles, elles sont magnifiques. C'est improbable que je me retrouve là un jour. Donc j'avais vraiment ce regard où je me disais, ouais, bon, les filles sont super, mais moi, je ne serai jamais là. Et c'est vrai qu'après, à force de faire toutes ces élections, à force de faire plein de sorties, d'événements, ça m'a permis, je pense, de retrouver un peu de confiance. Et après, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Quand tu pars à Miss France, tu y crois quand même alors? Quand je pars à Miss France, déjà, on voit les filles qui sont sélectionnées. Donc, c'est vrai que là, j'ai un peu peur parce qu'elles sont toutes magnifiques, tu vois. Et c'est vrai qu'après, j'ai le soutien de ma famille, j'ai le soutien de mes amis, j'ai mon comité qui m'accompagne aussi. Donc, je me sens rassurée. Et je me dis, les filles, elles sont toutes comme moi. On se lance toutes dans une aventure, on a chacune nos chances. Donc, le plus important, c'est de vivre pleinement cette soirée, cette aventure et de tout donner. Sur les réseaux sociaux, très rapidement, avant l'élection, tu apparais comme l'une des grandes favorites, si ce n'est la grande favorite. Comment tu le vis? Déjà, est-ce que tu le sais? Oui. Après, c'est vrai qu'on n'était pas complètement privés de nos téléphones, donc on avait souvent aussi nos téléphones. Après, moi, je le laissais un peu à l'hôtel parce que je voulais vraiment profiter. Et utiliser son téléphone tout le temps, pour moi, ça m'intéresse pas trop, tu sais. Je préfère vraiment vivre le moment présent. Et c'est vrai que parfois, quand on devait faire des stories, montrer ce qu'on faisait, j'avais l'occasion de voir justement sur les réseaux qu'il y avait des favorites. On savait qui étaient les favorites, mais après, ça changeait tout le temps. Tu te savais pas comme étant la favorite? La favorite, non. La favorite, non. Je savais qu'il y avait beaucoup de favorites. Mais après, comme étant la grande favorite, pas du tout. Ah ouais? Non, pas du tout. Est-ce que ça a rajouté une pression de savoir que les gens t'appréciaient déjà ou au contraire ça te portait avant de monter sur scène? Ouais, je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que ça me motivait et après je pense que ça me mettait un peu la pression mais pendant l'aventure. Parce que le soir du Prime, j'ai pas du tout eu de stress, j'ai pas du tout stressé. T'as profité du moment que t'étais en train de vivre. C'est ça. En fait, je me suis dit, c'est une seule fois Miss France. Enfin, on peut pas refaire, faut vraiment profiter. Et je me suis dit, il faut s'amuser, c'est le plus important. De toute façon, on nous choisit pour notre personnalité. Donc, si ma personnalité a plu au public, ils vont me choisir, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment profité. Je me suis dit, il faut pas se prendre la tête. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Indira Ampio pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci beaucoup Malika pour ce beau souvenir d'écolier et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV, c'est le Zap. Parmi les victimes, j'allais dire désignées de harcèlement ou d'ennui ou de mauvaise réputation, il y a, dites-vous, le primo-arrivant, donc c'est l'enfant qui vient d'arriver en France, dont la famille croit aux vertus intégratrices de l'école. C'est-à-dire, en fait, parfois, ils viennent je ne sais pas moi d'où, de Sierra Leone d'ailleurs, du Kosovo il y a quelques années, peut-être d'Ukraine aujourd'hui, fracassés par des guerres, des drames familiaux, ils ont envie de s'en sortir grâce à l'école, et boum, leurs petits camarades, au lieu de leur tendre la main, leur tombent dessus. Oui, alors là, c'est un contexte particulier puisque j'ai fait mes recherches en banlieue. Donc c'est vrai qu'en banlieue, il y a beaucoup de primo-arrivants et beaucoup de Français issus de l'immigration, comme on les appelle. Et alors, ils ont deux visions complètement différentes de l'école. Parce que ces primo-arrivants, comme vous l'avez dit, eh bien, ils ont une vision un peu idéalisée. Voilà, la France, ça va me permettre avoir une bonne éducation. Alors que, et en plus, ils sont pas forcément dans les sections les plus porteuses. Ils sont souvent en UP2A, donc ils ont des efforts supplémentaires à faire. D'accueil des élèves, c'est pour les élèves allophones. Oui, voilà, pour les élèves qui ne parlent pas encore français. Et puis, d'un autre côté, les Français d'origine immigrée, ils vont avoir une vision un peu désillusionnée de l'école parce qu'ils ont vu leurs parents ou leurs grands frères en bénéficier qu'à moitié. Ouais. Et donc, voilà, ça clash. Et puis, il y a un peu ce principe on essaye de stigmatiser l'autre pour s'enlever le stigmate qu'on porte sur soi. C'est ça. Donc, le dernier arrivé... On va trouver quelqu'un qui a un accent pour se moquer de son accent, pour oublier qu'on a une certaine couleur de peau, etc. Donc ça s'entraîne aussi. Justement, on dit aussi que le secteur est souvent réservé aux hommes. Quelle est la part des étudiantes dans votre école? Alors, en fonction des cursus, elle est variable. On est à peu près à 8% sur les mécaniciens à Saint-Malo. On
on est plutôt à 16% sur les ingénieurs polyvalents et puis la passerelle. La difficulté pour les femmes, c'est la place qu'elles vont trouver après. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vont au bout du cursus, et ça marche bien, et on augmente le nombre de femmes qui arrivent chaque année, et on s'en félicite. Après, il faut leur permettre ensuite de pouvoir continuer leur carrière. Et ça, je crois que c'est plutôt en lien avec l'évolution du régime social qu'on doit leur permettre de le faire. Alterner des postes à terre et en mer, faciliter cette fluidité-là au sein d'une compagnie d'armement, ça se fait chez certains, et ce serait bien que ça puisse se généraliser pour permettre aux hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont concernés par ce type d'arrêt brutal de la navigation, parce que pour des questions de famille, ils ne souhaitent plus naviguer, mais permettre un retour à la navigation plus fluide, plus facile, pour les hommes comme pour les femmes qui le souhaiteraient, et sans doute une marge d'évolution qu'on a, qui ne manquera pas d'intervenir dès lors que les navigants se mobilisent sur cette question. L'idée, c'était donc de pouvoir faire émerger une conscience de la parentalité numérique et puis faire comprendre aux parents que l'image de leurs enfants, c'est aussi un droit avant tout. Stéphane, c'était important de le rappeler. Oui, parce que je pense que les parents, ils ont envie de partager. En fait, ils oublient une chose. C'est vrai que les réseaux sociaux ont été formidables pour partager des moments familiaux avec ses proches. Sauf qu'il y en a certains qui n'ont peut-être pas bien vérifié leurs paramètres et que les photos qui étaient censées être dans un cercle privé, finalement, elles sont visibles. Et il suffit juste... Parce que par défaut, par exemple, le compte Instagram, il est public. Donc il faut vraiment qu'on fasse une manipulation pour le rendre privé, pour qu'il soit seulement accessible à un cercle proche. Pareil pour Facebook. Donc s'il n'y a pas l'éducation qui est faite aussi par rapport à ces applications pour pouvoir éventuellement par défaut faire l'inverse, par défaut, le compte est privé, par défaut, le cercle est restreint. Eux, leur intérêt, c'est quoi? C'est qu'il y ait de plus en plus de monde. Donc, en gros, à la fin, le résultat, comme 99%, 95%, je ne connais pas la stat, mais les gens ne touchent pas à ça, on se retrouve avec ces chiffres-là énormes. Moi, mes enfants n'ont jamais été une seule fois, et même, pourtant, j'en ai des grands de plus de 18 ans. Ils n'ont jamais eu leur tête dessus, jamais. Parce que c'est comme ça. Il faut juste en avoir conscience. Ouais. Une fois qu'on a la conscience, on s'aperçoit de la chose. Donc c'est très bien qu'ils le fassent. Les adultes autour des élèves sont souvent réticents par rapport aux réseaux sociaux. Ils se disent, bon, Snapchat, moi je veux pas regarder ce qu'il y a dedans, etc. On peut les entendre. Mais par contre, ce qui se passe sur Snapchat, en fait, c'est des relations de jeunes. Donc finalement, ils pourraient être là en tant que conseillers pour accompagner les enfants. Mais le fait que ce soit Snapchat, alors là, ça les bloque. Ce qui fait que souvent, ils donnent des conseils qui tombent complètement à côté de la plaque, où ils se révèlent incapables de régler le problème. Et là, quand les enfants ont tenté, les ados, de s'appuyer sur eux, ils n'y retournent jamais, quoi. Oui, voilà. Et puis, il y a aussi ce fait que, très souvent, quand on parle de harcèlement, on relie aux faits divers de suicide. Et ce qui est un peu dangereux parce que... il faut parler de ces suicides et il faut mobiliser l'attention autour de ça. Mais il y a ce risque de dire « Ah, mais tu veux pas te suicider, mais alors c'est pas si grave. » Ouais. Et c'est ce que vous dites, je vous cite, qui a trop focalisé sur le lien harcèlement-suicide, on banalise d'autres violences aussi. Oui, voilà, parce que le harcèlement, on a souvent dit que c'était des micro-violences. Par exemple, ça peut passer par un regard. C'est-à-dire que comme c'est un cumul de violences différentes, petites, ça peut être une insulte, un surnom, un regard, etc. Eh bien... comme c'est pris à part, en fait, ça semble rien être. Mais comme c'est un cumul chaque jour, etc. Et c'est le cumul qui est douloureux. Ouais. Voilà. Et vous donnez d'ailleurs sur le chiffre le suicide des jeunes, qui reste un problème absolument considérable, mais il est quand même en baisse, le suicide des moins de 24 ans, depuis une quarantaine d'années. Oui. Voilà. Donc il fallait quand même une bonne nouvelle dans cette émission. Est-ce que vous avez une carte à jouer dans les écoles, chez les plus petits, justement? Oui. Autour des 4 sites, justement, est-ce que vous... Ou plus largement, pas uniquement autour des 4 sites, c'est à l'échelle de la France entière. Je pense notamment aux Outre-mer. J'ai récemment discuté avec les jeunes Polynésiens qui se posaient des questions. C'est assez formidable de se dire dans quel segment, dans quelle sphère géographique on peut interagir. Donc oui, on a un rôle à jouer là-dedans. Je pense qu'il faut qu'on soit mieux connu en tant qu'École nationale supérieure maritime et que les métiers du maritime en général soient mieux connus à l'échelle du lycée et peut-être
peut-être même avant. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent sur les grandes manifestations. Prenez la route du Rhum, prenez la Transat Jacques Vabre, prenez ce type d'événement, le salon nautique. C'est un moment où les consciences se forgent. Un petit garçon, une petite fille qui passe avec ses parents, qui voit des grands bateaux, et puis quelques années plus tard, vous savez pas pourquoi, il va dire moi j'ai toujours rêvé d'aller embarquer. Et ça, c'est assez formidable. Donc quand ils viennent découvrir sur les journées portes ouvertes et que j'ai ce type d'histoire qui me sont racontées par des parents, je trouve ça, je pense que si on en a 1 sur 100, c'est absolument génial, c'est déjà une belle réussite. Et voilà pour le Zap. School TV, c'est le canal 247 sur toutes les Freebox. C'est également disponible sur schooltv.com et puis sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous pour ce grand JT de l'éducation. Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Théo Boscar à la réalisation. Au son, c'était Héloïse Merlin et puis Laure Audemont pour le make-up. Passez une excellente journée sur les antennes de School TV et à très vite.